Léa était ce que la plupart des gens qualifieraient de femme qui a réussi. À 26 ans, elle travaillait comme gestionnaire de placement dans l'une des plus grandes sociétés de la ville. Elle avait un appartement correct, en location, mais tout de même un bon endroit, et suffisamment d'économies pour enfin acheter sa propre maison bientôt. Pas d'hypothèque, pas de prêt, juste comme elle le voulait. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à ce que cet appel téléphonique de tante Linda change tout. Léa, ma chérie, tu viens pour Thanksgiving cette année? Sa voix chaleureuse fit naître un sourire sur le visage de Léa. Tante Linda avait été plus une mère pour elle que sa propre mère ne l'avait jamais été. Bien sûr, je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit Léa, se réjouissant déjà à l'idée de sa fameuse tarte aux pommes. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de savoir qui d'autre serait là. Elle devrait probablement expliquer pourquoi l'appel de sa tante comptait tant pour elle. Léa n'avait pas parlé à ses parents ni à sa sœur aînée, Mabel, depuis 8 ans, pas depuis le jour où elle avait obtenu son diplôme de lycée. Elle venait de recevoir sa lettre d'admission à l'université avec une bourse partielle pour la gestion des investissements. Elle était aux anges. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. Elle s'était précipitée à la maison pour le dire à ses parents, s'attendant à ce qu'ils soient fiers. Au lieu de cela, elle eut la conversation qui allait déchirer leur famille. « Nous ne pouvons pas payer tes études, Léa, dit sa mère, sans même lever les yeux de son magazine. Ta sœur se marie bientôt, et nous avons besoin de toutes nos économies pour son mariage. Mais qu'en est-il de l'argent de grand-mère » La voix de Léa tremblait en parlant. Elle l'a laissé spécifiquement pour mes études. Tu le lui avais promis. Son père se tortilla mal à l'aise sur sa chaise. Les choses changent, ma chérie. Le mariage de Mabel est plus important pour le moment. Tu trouveras bien quelque chose. C'est alors que tout ce que Léa avait retenu pendant des années explosa. Plus important? Tout comme tout ce qui concerne Mabel a toujours été plus important. La dispute qui suivit fut terrible. Des années à se sentir la seconde meilleure explosèrent en accusations et en larmes. Cette nuit-là, elle fit ses valises et alla chez la seule personne qui l'avait toujours traitée équitablement, tante Linda. Tante Linda l'accueillit sans hésitation. Ce que Léa ne savait pas alors, c'est que sa tante avait économisé de l'argent pour les études de son propre fils, mais il était mort dans un accident de voiture quelques années auparavant. Elle offrit cet argent à Léa. Léa n'accepta qu'à la condition de rembourser chaque centime une fois diplômée et ayant trouvé un emploi. Ses années d'université furent difficiles. Elle travaillait à temps partiel dans un café tout en maintenant ses notes et sa bourse, mais elle s'en sortit, décrocha un emploi dans une prestigieuse société d'investissement et, 2 ans plus tard, remboursa chaque centime à tante Linda. La vie était belle. Elle avait son indépendance, sa carrière était florissante, et elle avait soigneusement évité tout contact avec sa famille. Jusqu'à cette invitation à Thanksgiving. Elle faillit laisser tomber la tarte à la citrouille qu'elle portait en entrant chez tante Linda ce jour de Thanksgiving. Ils étaient là, ses parents, sa sœur Mabel et les 2 enfants de Mabel, âgés de 6 et 3 ans, tous assis dans le salon comme s'ils y avaient leur place. 8 années à les éviter soigneusement, réduites à néant en un instant. Tante Linda se précipita pour l'aider avec la tarte, les yeux désolés. Je ne savais pas qu'ils venaient. Ils sont juste arrivés. Léa resta figée sur le pas de la porte, le cœur battant la chamade. Sa mère avait l'air plus âgée, avec plus de cheveux gris que Léa ne s'en souvenait. Son père avait pris du poids. Mabel, eh bien, elle ressemblait toujours à l'enfant chéri, même avec 2 enfants accrochés à ses bras. J'ai besoin d'air, réussit à dire Léa, se retournant et se dirigeant directement vers le porche arrière. L'air de novembre était froid, mais elle le sentait à peine. Ses mains tremblaient alors qu'elle agrippait la rampe. Léa, la voix de sa mère derrière elle la fit se raidir. On peut parler? 8 ans de silence, et maintenant elle voulait parler. Léa ne se retourna pas. Pourquoi es-tu seulement ici? Elle entendit des pas sur les planches de bois alors que sa mère venait se tenir à côté d'elle. Parce que nous avons eu tort, dit sa mère doucement. Ton père et moi. Nous avons passé des années à nous sentir coupables de ce que nous avons fait. Nous voulons arranger les choses. Alors pourquoi n'avez-vous pas appelé, écrit, envoyé un email, quoi que ce soit? Les mots sortirent plus brusquement que Léa ne l'avait voulu. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Parce que nous avions honte. Tellement honte. Nous n'arrêtions pas de nous dire que nous allions prendre contact,
mais plus le temps passait, plus cela devenait difficile. Quand nous avons appris que tu serais là pour Thanksgiving, nous savions que ce serait peut-être notre seule chance de te voir en personne. Pour te dire à quel point nous sommes désolés pour tout. Léa se tenait là, l'esprit en ébullition. Une partie d'elle voulait crier sur sa mère. Énumérer chaque fois où il l'avait fait se sentir moins importante que Mabel. Une autre partie. Eh bien, une autre partie remarqua à quel point sa mère avait l'air fatiguée. Comment ses mains tremblaient en parlant. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit finalement Léa. C'est beaucoup. Bien sûr, sa mère hocha rapidement la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Nous serons là quand tu seras prête. Le reste de la soirée se passa dans un flou. Léa s'assit tranquillement dans un coin du salon de tante Linda, poussant la dinde dans son assiette et évitant le contact visuel. Fidèles à leurs paroles, ses parents et Mabel n'insistèrent pas. Ils discutèrent avec d'autres parents, jouèrent avec les enfants, aidèrent à faire la vaisselle. Tout en lui lançant de temps en temps des regards coupables. Léa les observait quand ils ne regardaient pas. Sa mère aidant tante Linda dans la cuisine, son père divertissant les enfants de Mabel, et Mabel elle-même ayant l'air à la fois confiante et incertaine. Ils essayaient de lui donner de l'espace, mais leur présence emplissait chaque recoin de la maison. Pendant 2 semaines après Thanksgiving, elle ne put penser à rien d'autre. Chaque matin, elle se réveillait et rejouait cette conversation avec sa mère sur le porche de tante Linda. Chaque nuit, elle restait éveillée à se demander si elle prenait la bonne décision en envisageant même le pardon. Un soir, elle était assise dans son appartement, fixant son téléphone. Le numéro de sa mère y était toujours enregistré. Elle ne l'avait jamais supprimé, sans pouvoir expliquer pourquoi. Peut-être qu'une partie d'elle avait toujours su que ce jour viendrait. Son doigt plana sur le bouton d'appel pendant ce qui sembla être des heures. Finalement, elle prit une profonde inspiration et appuya. Une sonnerie. 2 sonneries. 3. Léa. La voix de sa mère était prudente et pleine d'espoir. « Salut maman », dit Léa, sa voix se brisant un peu. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à Thanksgiving. Je crois que j'aimerais essayer. » Lentement, les mots quittèrent sa bouche. Ils semblaient étranges, inconnus, mais aussi justes. Peut-être qu'on pourrait recommencer à zéro. C'est ainsi qu'elle se retrouva devant la maison de son enfance une semaine plus tard, serrant un sac de cadeaux soigneusement choisi. Rien de cher, juste des objets attentionnés qu'elle avait sélectionnés. Une écharpe pour sa mère, un livre que son père avait mentionné vouloir il y a des années, et quelques jouets éducatifs pour les enfants de Mabel. La maison semblait plus petite que dans ses souvenirs, et nettement plus usée. La peinture s'écaillait par endroits, et le jardin que sa mère entretenait autrefois si méticuleusement était envahi par les mauvaises herbes. Avant qu'elle ne puisse sonner, la porte s'ouvrit à la volée. Sa mère se tenait là, l'air nerveuse mais heureuse. « Tu es venue. »« Je suis venue », Léa hocha la tête en entrant. L'intérieur était tout aussi révélateur que l'extérieur. Les meubles étaient les mêmes qu'il y a 8 ans, mais montraient maintenant une usure évidente. Les murs avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, et la moquette était élimée par endroits. Son père sortit de la cuisine, l'air incertain. Mabel était là aussi, ses enfants se cachant derrière ses jambes. Léa distribua les cadeaux, observant leurs visages alors qu'il les ouvrait. Les yeux de sa mère s'embrouillèrent quand elle vit l'écharpe, et son père sourit réellement en voyant le livre. Pour le dîner, sa mère avait préparé la lasagne préférée de Léa de son enfance. Ce soir-là, la vérité sur leur vie émergea. Le mariage de Mabel s'était mal terminé 2 ans auparavant, l'obligeant à retourner vivre chez ses parents avec les enfants. Les problèmes de santé de sa mère l'avaient réduite à un travail à temps partiel à la bibliothèque, et son père avait été contraint d'accepter un poste moins bien rémunéré après la restructuration de son entreprise. « Et toi, Léa » demanda prudemment Mabel, poussant la nourriture dans son assiette. « Comment va le travail ?»« Bien » répondit Léa, essayant de rester neutre. « Je suis chez Morton et Associés maintenant. C'est une grande société d'investissement en ville. » Le reste de la soirée se poursuivit ainsi. Conversation prudente, sujets évités, et une tension sous-jacente que personne ne voulait reconnaître. Ils essayaient tous si fort d'être normaux que cela semblait tout sauf normal. Au cours des semaines suivantes, quelque chose changea. Mabel commença à se présenter au bureau de Léa pendant les pauses déjeuner, généralement avec 2 tasses de café du café d'en bas.
Elle s'asseyait dans la cour de l'immeuble, rattrapant 8 années de conversation manquées. Mabel lui parla de son mariage raté, de la façon dont son ex-mari s'était avéré être terrible avec l'argent, et encore pire avec l'engagement. À l'approche de Noël, Léa se surprit à attendre avec impatience les fêtes de famille. Mais d'abord, elle avait un arrêt important à faire. Une cafetière? Tante Linda rit en déballant son cadeau. Tu essaies de me dire quelque chose à propos de mon café instantané? Peut-être, sourit Léa en la serrant fort dans ses bras. Merci pour tout, tante Linda, d'avoir été là quand j'avais le plus besoin de toi. Tante Linda la tint à bout de bras, étudiant son visage. Es-tu heureuse, ma puce, de la façon dont les choses se passent avec ta famille? Je crois que oui, répondit Léa, se surprenant de la véracité de ses propos. C'est différent maintenant, c'est mieux. Noël chez ses parents ne ressemblait en rien au dîner tendu de sa première visite. Sa mère avait décoré chaque centimètre carré de la maison, et son père chantait réellement des chants de Noël en aidant dans la cuisine. Les enfants de Mabel, Émilie et Jacques, s'étaient enfin attachés à Léa, surtout après avoir vu leur cadeau. Un kit scientifique pour Émilie et une collection de dinosaures en jouets pour Jacques. Léa, crièrent-ils en lui grimpant dessus. Tu peux nous aider à construire le volcan? En les regardant jouer avec leurs nouveaux jouets, Léa réalisa à quel point une famille lui avait manqué. Même sa mère et son père semblaient plus détendus, riant et plaisantant comme avant, quand elle était petite. Les mois passèrent, et ils trouvèrent un rythme confortable. Les dîners du dimanche devinrent une habitude. Mabel et Léa avaient leur rendez-vous café. Puis vint le voyage des vacances de printemps. Elle ne l'avait pas vraiment prévu. Elle avait juste entendu sa mère dire que les enfants n'avaient jamais vu l'océan. Allons-y, dit-elle impulsivement. La semaine prochaine, je réserve tout. Ce voyage fut magique. Voir les visages d'Émilie et Jacques lorsqu'ils virent l'océan pour la première fois. Entendre leurs cris alors qu'ils sautaient par-dessus les vagues. Construire des châteaux de sable avec leur père comme elle le faisait enfant. Cela valait chaque centime. Après le voyage, les choses semblèrent encore plus naturelles. C'est pourquoi Léa ne fut pas entièrement surprise lorsque sa mère et son père lui demandèrent de leur parler un soir après le dîner. La plomberie dans la maison. Commença son père, l'air mal à l'aise. Elle est en assez mauvais état. Nous avons repoussé les réparations mais. Nous détestons demander, intervint sa mère, la voix hésitante. Mais nous aurions vraiment besoin d'aide. Léa leur fit un chèque sur le champ. Ce n'était pas une petite somme, mais voir leur soulagement en valait la peine. Après cela, il y eut d'autres demandes. Rien d'excessif. Un nouveau chauffe-eau lorsque l'ancien rendit l'âme. De l'aide pour les fournitures scolaires des enfants de Mabel. De petites choses pour lesquelles une famille s'entraide. Ce fut lors d'un dîner dominical habituel que sa mère lâcha la bombe. Elle avait été plus silencieuse que d'habitude pendant tout le repas. Poussant sa nourriture dans son assiette au lieu de manger. Finalement, alors que papa servait le dessert, elle prit la parole. J'ai perdu mon emploi, dit-elle, la voix brisée. Il supprime des postes à la bibliothèque, et le mien en fait partie. Je ne sais pas ce que nous allons faire, les factures médicales, les mensualités de la maison. Léa regarda les mains de sa mère trembler alors qu'elle tenait sa tasse de café. Elle vit les rides d'inquiétude se creuser sur le visage de son père. Il semblait vieux soudainement, vulnérable. Avant qu'elle ne sache ce qu'elle disait, les mots sortirent de sa bouche. Je peux aider, s'entendit-elle dire. Je peux me permettre $1 500 par mois. Ce n'est pas un problème. Le soulagement sur leur visage fut immédiat et écrasant. Maman se remit à pleurer, mais cette fois de bonheur. Papa se leva et la serra si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Ainsi commença leur nouvelle normalité. Chaque mois, comme sur des roulettes, Léa virait l'argent sur leur compte. Ils ne demandèrent jamais plus que ce qui avait été convenu. Bien qu'occasionnellement, ils mentionnaient avoir besoin de quelque chose de spécifique. De nouvelles bottes d'hiver pour Jacques, ou un remplacement pour leur micro-ondes antique. Mabel et Léa se rapprochèrent encore plus pendant cette période. Lorsque Léa devait voyager pour le travail, elle commença à emmener Mabel avec elle chaque fois qu'elle le pouvait. Rien de trop extravagant. Un week-end à Chicago, 3 jours à Boston, un rapide voyage à Miami. Juste des sœurs qui rattrapaient le temps perdu. La vie tomba dans une routine confortable. Dîner du dimanche,
virement mensuel, virer shopping occasionnel avec maman, aider les enfants de Mabel avec leurs devoirs. Ce n'était pas parfait, mais cela ressemblait à ce que devrait être une famille. Puis vint l'appel qui allait tout changer. Léa, Madame Peterson, sa propriétaire, semblait désolée. Je dois vous parler de l'appartement. L'estomac de Léa se noie. Mon petit-fils obtient son diplôme universitaire dans quelques mois. Il travaillera en ville, et eh bien, je lui ai promis l'appartement. Oh, dit Léa, regardant l'espace qu'elle avait appelé chez elle pendant si longtemps. Le mur qu'elle avait peint en bleu pâle sur un coup de tête. Le siège près de la fenêtre où elle aimait lire les jours de pluie. Je suis tellement désolé, dit Madame Peterson. Vous avez été une locataire merveilleuse. Je vous donnerai bien sûr beaucoup de temps pour trouver autre chose. Après avoir raccroché, Léa s'assit à sa place préférée près de la fenêtre, réfléchissant. Elle avait économisé assidûment toutes ces années. Même en aidant sa famille, son portefeuille d'investissement se portait bien. Peut-être que ce n'était pas du tout un revers. Peut-être que c'était l'univers qui lui donnait un coup de pouce. Elle passa les semaines suivantes à rencontrer Sarah, son agent immobilier, visitant des appartements pendant ses pauses déjeuner et après le travail. Elle avait une vision claire de ce qu'elle voulait. Quelque chose de moderne, près du bureau avec suffisamment d'espace pour un bureau à domicile. Elle était particulièrement enthousiaste à propos d'un appartement d'angle dans un nouvel immeuble à seulement 3 pâtés de maison du travail. Elle s'y voyait déjà, buvant du café sur le balcon, organisant des dîners dans la cuisine à air ouverte. Mais elle garda tout pour elle, voulant surprendre sa famille avec la nouvelle une fois que tout serait finalisé. « Désolée, maman, je ne peux pas venir ce dimanche, dit-elle lors de leur appel hebdomadaire. Nous avons quelques problèmes au travail. Elle examinait des échantillons de peinture un soir lorsque tante Linda appela. Sa voix était tendue, contrôlée. « Léa, peux-tu venir ? Nous devons parler. C'est important. » Léa la trouva faisant les 100 pas dans la cuisine, l'air plus agité qu'elle ne l'avait jamais vu. Tante Linda attendit à peine qu'elle s'assoie avant de parler. « J'ai entendu quelque chose aujourd'hui, commença-t-elle, les mains serrées autour d'une tasse de café froid. Quelque chose que tu dois savoir. » Léa fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ? » Massy et Karen étaient au club de lecture, continua tante Linda. Elles ont croisé tes parents et Mabel à l'épicerie la semaine dernière. Apparemment, depuis que tu as commencé à les aider financièrement, ta famille parle beaucoup de toi. Léa sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Qu'est-ce que tu veux dire, parler ? Ils t'appellent leur distributeur automatique personnel dans ton dos, dit-elle sans embâge, faisant des blagues sur le fait qu'ils ont enfin trouvé une utilité à ton travail de luxe. Mabel raconte aux gens qu'il lui suffit de mentionner vouloir aller quelque part, et tu paieras tout le voyage. La pièce sembla basculer. Ça ne peut pas être vrai. Il y a plus. La voix de tante Linda était douce maintenant. Ta mère se vante qu'elle n'a pas vraiment besoin de trouver un autre emploi parce que Léa est bonne pour l'argent. Ils en riaient, Léa, se moquant de ton empressement à les aider. Léa resta assise là, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Une partie d'elle voulait le nier, les défendre. Mais elle savait que tante Linda n'inventerait jamais cela. Et soudain, de petites choses commencèrent à s'emboîter. La façon dont il changeait de sujet chaque fois que son travail était mentionné, comment les demandes d'aide étaient devenues plus fréquentes. Les regards calculateurs qu'elle les surprenait parfois à échanger. « Je suis tellement désolée, ma puce, dit doucement tante Linda en lui prenant la main. J'ai hésité à te le dire, mais tu mérites de savoir. Léa resta assise là pendant longtemps, pensant à l'année écoulée. Tous ces dîners de famille, les voyages avec Mabel, les virements mensuels, les larmes de gratitude dans les yeux de sa mère quand elle l'aidait avec les factures. Tout cela avait-il été une comédie ? Lentement, une idée commença à prendre forme. 2 jours plus tard, Léa se tenait devant la maison de ses parents avec 2 valises pleines, ayant passé la matinée à déménager tous ses meubles. Nerfs à l'école, insinuant qu'alors peut-être elle serait plus utile. Au fil des semaines, le monde de Sophia s'assombrit. Son mari autrefois aimant était maintenant un étranger, la traitant avec un détachement froid, et la femme qu'elle avait autrefois considérée comme une belle-mère devint une ennemie silencieuse, remettant en question sa valeur et la poussant davantage dans l'ombre. Puis il y eut Laura. Elle apparaissait à presque tous les événements, toutes les réunions d'affaires,
s'immisçant dans la vie de Daniel avec une habileté qui soulevait l'estomac de Sofia. Laura s'habillait impeccablement, parlait avec une élégance qui laissait entrevoir un milieu aisé. Une illusion qu'elle maintenait en portant des vêtements de marque et en louant des voitures chères. Elle prétendait comprendre l'ambition de Daniel, partager sa vision, et Daniel était sous le charme. Un soir, alors que Daniel se préparait à partir pour un dîner de réseautage, Sofia tenta de lui parler à nouveau. « Daniel, dois-tu vraiment sortir avec elle ce soir? Ne pouvons-nous pas passer une soirée à la maison, juste nous deux ?» Sa voix tremblait légèrement, mais elle se força à soutenir son regard, espérant qu'il la verrait comme autrefois. Il la regarda avec un mélange de frustration et d'impatience. « Sofia, ce sont des affaires. Laura comprend ce monde. Elle m'aide à entrer en contact avec des gens qui comptent. » Le cœur de Sofia se tordit de douleur. « Je pensais que je comptais, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Daniel ricana, secouant la tête. « Sofia, c'est exactement de ça que je parle. Tu ne fais tout simplement pas partie de ce monde. Tu ne t'intègres pas avec les gens avec qui je traite maintenant. » Ces mots la laissèrent glacée, une dure réalisation s'installant dans sa poitrine. Elle avait sacrifié sa propre famille, sa richesse, toute son identité pour être avec lui, et pourtant maintenant, elle n'était plus qu'un inconvénient à ses yeux. Avec le temps, la tension ne fit qu'empirer. Les sorties nocturnes de Daniel devinrent plus fréquentes, et des rumeurs commencèrent à circuler. Elle entendit par des connaissances communes que Daniel était vu avec Laura, qu'ils semblaient plus proches que de simples partenaires commerciaux. Les chuchotements et les regards apitoyés la suivaient partout où elle allait, même sur son petit lieu de travail où les gens commençaient à la regarder avec un mélange de sympathie et de jugement silencieux. Et puis, le coup de grâce arriva. Un soir, alors qu'elle était assise seule à la maison, attendant le retour de Daniel d'une énième réunion d'affaires, il franchit la porte avec un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, une expression suffisante, presque triomphante. « Je pense que nous devrions parler, » dit-il, son ton froid et détaché. Sofia sentit son cœur s'emballer, l'effroi remplissant son estomac alors qu'elle se préparait. « Qu'y a-t-il ? Je pense que nous devrions envisager une séparation, dit-il crûment, son regard inflexible. Ce mariage ne me convient plus. » Les mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Elle le fixa, luttant pour comprendre ce qu'il venait de dire. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Daniel haussa les épaules, son expression impassible. « Écoute, Sofia, je ne pense pas que tu sois apte à être l'épouse de quelqu'un dans ma position. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse égaler mon ambition, quelqu'un qui comprenne le monde que je suis en train de bâtir. » Ses yeux brillaient d'une satisfaction cruelle. Laura a été une vraie partenaire. Elle est tout ce que tu n'es pas, Sofia sentit son corps entier s'engourdir. Daniel, je t'ai soutenu depuis le début. Dit-elle, sa voix tremblant d'une douleur à peine contenue. J'ai tout sacrifié pour toi. Il rit, un son dur et moqueur. Sacrifié? S'il te plaît, tu n'as fait que me retenir. Laura est celle qui a été là pour moi, celle qui me comprend vraiment. Il marqua une pause, ses yeux froids. Et d'ailleurs, qu'apportes-tu à ce mariage? Un salaire de secrétaire? Le dernier fil de patience de Sofia cassa. Elle se leva, le cœur battant la chamade. Tu ne sais rien. Dit-elle, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. C'est moi qui t'ai aidé à obtenir ce contrat d'1 million de dollars. J'ai utilisé mes contacts, mon influence, tout ce que j'avais pour te soutenir. Le visage de Daniel se tordit d'incrédulité et de mépris. Oh, s'il te plaît, Sofia, toi? Obtenir un contrat d'1 million de dollars? Ne sois pas ridicule. Il ricana, la regardant comme si elle était quelque chose sans valeur, quelque chose d'indigne de lui. À côté de lui, Laura laissa échapper un rire moqueur, ses yeux brillants de malice. « Tu n'es qu'une secrétaire, Sofia, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Penses-tu vraiment que quelqu'un croirait que tu pourrais accomplir quelque chose comme ça? » À cet instant, Sofia sentit une vague d'humiliation la submerger. Elle réalisa que quoi qu'elle fasse, peu importe combien elle sacrifiait, Daniel et Laura ne verraient jamais sa valeur. Ils l'avaient déjà rayée de leurs esprits, la réduisant à néant. Elle regarda Daniel, observant l'homme qu'il était devenu, un étranger qui avait troqué leur amour contre l'ambition, qu'il avait abandonné pour l'illusion de la richesse et du statut. Et elle sut,
avec une clarté qui la laissa à la fois le cœur brisé et résolu, qu'il n'y avait plus rien à sauver. D'une profonde inspiration, elle prononça les mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire. « Bien, si c'est ce que tu veux, Daniel, je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Je te donnerai le divorce que tu désires si clairement. » Et avec ces mots, elle ressentit un étrange sentiment de liberté. L'homme qu'elle avait aimé avait disparu, remplacé par quelqu'un animé par la cupidité et la vanité. Il ne restait plus rien pour elle ici. Et elle partirait la tête haute, prête à reconquérir la vie et l'identité qu'elle avait sacrifiée pour un homme qui ne la méritait pas. En fermant la porte de l'appartement qu'ils avaient partagé, elle regarda autour d'elle une dernière fois, laissant les souvenirs de leur début la submerger. Ils avaient ri ici, rêvé ici, construit leur vie ensemble ici. Du moins, c'est ce qu'elle avait pensé. Maintenant, cette vie avait disparu, et l'homme qu'elle avait aimé avait choisi l'ambition plutôt qu'elle. Elle se détourna, sortant de l'appartement et sous la pluie, ayant l'impression de laver le passé à chaque pas. Une élégante voiture noire l'attendait dehors, une voiture qu'elle n'avait pas appelée mais qu'elle connaissait bien. Son frère, Andrew, l'avait envoyée, avec un chauffeur pour la ramener chez elle. Lorsqu'elle s'installa sur la banquette arrière, elle se permit de respirer profondément pour la première fois depuis ce qui semblait être des semaines. Elle rentrait chez elle. Retour vers la famille qui l'avait mise en garde contre Daniel. Retour à la vie qu'elle avait laissée derrière elle pour poursuivre un rêve qui s'était effondré. La voiture s'arrêta devant le grand domaine où elle avait grandi. Un manoir tentaculaire qui rappelait l'influence et la richesse de sa famille. Elle avait tout laissé derrière elle pour suivre son cœur, mais il était temps de retourner dans le monde qu'elle avait autrefois rejeté. Ses parents attendaient à l'entrée, et lorsqu'elle sortit de la voiture, elle vit l'inquiétude et le soulagement sur leur visage. Sa mère, Margaret, se précipita vers elle, la serrant dans une étreinte chaleureuse. « Oh, Sophia, nous étions si inquiets », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Pourquoi ne nous as-tu pas appelés plus tôt ?» Sophia serra fort sa mère, la chaleur de ses bras apaisant une partie de la douleur. « Je ne voulais pas l'admettre, maman. Je pensais qu'il m'aimait. » Margaret se recula, regardant sa fille dans les yeux avec un mélange d'amour et de chagrin. « Parfois, nous devons apprendre à la dure, ma chérie, mais tu es à la maison maintenant, et nous allons traverser ça ensemble. » Son père était plus réservé, bien que son inquiétude fût évidente. Il posa une main sur son épaule, lui adressant un signe de tête qui disait tout ce qu'il ne pouvait mettre en mots. Édouard avait toujours été un homme de peu de mots, mais Sophia sentit son soutien silencieux en entrant dans la maison. À l'intérieur, ses frères et sœurs s'étaient rassemblés, chacun attendant de lui montrer son amour et son soutien. Andrew, son frère aîné, la serra dans ses bras. « Tu nous as manqué, Soph, dit-il, sa voix douce mais ferme, et nous sommes heureux que tu sois de retour là où tu appartiens. » Sophia sentit son cœur se gonfler de gratitude en regardant sa famille. Il l'avait attendue, prêt à l'accueillir à bras ouverts, malgré les choix qu'elle avait faits. Elle n'était plus la jeune femme naïve qui était partie, rêvant de construire une vie à partir de rien. Maintenant, elle était une femme qui avait aimé, perdu et appris le coup douloureux d'une confiance mal placée. Au fil des jours, Sophia se réinstalla dans le confort du domaine familial, mais elle n'était plus la même. Le chagrin d'amour avait laissé des cicatrices, et elle se retrouvait hantée par les souvenirs des paroles froides de Daniel et de la façon dont il l'avait regardée comme si elle n'était rien. Sa trahison lui avait brisé le cœur, mais elle avait aussi allumé un feu dont elle ignorait l'existence. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa chambre donnant sur les jardins, Andrew frappa à sa porte. « Ça te dérange si j'entre » demanda-t-il, entrant avant qu'elle ne puisse répondre. « Bien sûr » répondit-elle en lui souriant. Andrew l'avait toujours protégée, une présence stable dans sa vie. Elle savait qu'il voulait parler, l'aider à trouver un moyen d'avancer. Il s'installa dans le fauteuil en face d'elle, l'étudiant un instant. « Alors, quel est le plan » demanda-t-il, sa voix empreinte d'un soupçon de défi. Sophia haussa un sourcil, curieuse. « Un plan ?» Andrew se pencha en avant, son expression sérieuse. « Tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça, Sophia. Cet homme t'a utilisé, a pris tout ce que tu as donné, et t'a jeté de côté quand il a pensé qu'il pouvait faire mieux. » Ses yeux brillèrent de colère. « Il est temps de reprendre ce qui t'appartient. » Sophia le regarda, surprise par la véhémence de son ton. Elle avait été tellement concentrée à recoller les morceaux de sa vie qu'elle n'avait pas pensé à la rétribution.
Mais maintenant, en entendant les mots prononcés à voix haute, elle sentit une étincelle de quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. De la détermination. Tu as raison, dit-elle doucement, son esprit commençant à bouillonner d'idées. Il m'a traité comme si je ne valais rien, et maintenant il récolte les fruits de mon travail acharné et de mes relations. J'étais contente de rester en arrière-plan, de le laisser avoir le succès, mais plus maintenant. Andrew hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Exactement. J'ai déjà examiné ses affaires, et il semble que ce contrat d'1 million de dollars que tu as obtenu soit avec notre entreprise. Il ne sait même pas que c'était nous en coulisses. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de réalisation. Bien sûr, elle avait utilisé les relations de sa famille pour obtenir ce contrat, organisant tout par des intermédiaires pour que Daniel ne le sache pas. Le contrat était techniquement avec l'une des filiales de la famille. Elle pouvait le lui retirer, mettant fin à son succès nouvellement acquis en un instant. La pensée était à la fois exaltante et terrifiante. Le lendemain matin, Sophia convoqua une réunion avec ses parents et ses frères et sœurs. Il était temps de tout mettre sur la table, de partager toute l'histoire de ce qui s'était passé. Elle leur raconta tout, la façon dont elle avait soutenu Daniel, les sacrifices qu'elle avait faits, et la trahison ultime lorsqu'il l'avait mise de côté pour une femme qui avait simulé sa richesse et son statut. Sa famille écouta en silence, leur visage un mélange de choc, de colère et de tristesse. Mais quand elle eut fini, une nouvelle résolution flottait dans la pièce. Ils savaient ce qu'il fallait faire, et ils étaient prêts à la soutenir. Édouard se pencha en avant, les yeux remplis de détermination. « Sophia, si tu veux mettre fin à ce contrat, nous pouvons le faire. Tu as notre plein soutien, mais réfléchis bien. Une fois que nous l'aurons retiré, il n'y aura pas de retour en arrière. » Sophia prit une profonde inspiration, le poids de sa décision pesant sur elle. Elle se souvint du regard de Daniel lorsqu'il lui avait dit qu'elle n'était qu'une secrétaire, de la façon dont il l'avait humiliée devant Laura. Elle était restée silencieuse trop longtemps, laissant les autres dicter sa valeur. Il était temps de reprendre son pouvoir. « J'en suis sûre, papa, dit-elle, la voix stable. Je veux que ce contrat soit retiré. Laisse-le voir ce que ça fait de tout perdre. » Au cours des jours suivants, sa famille mit discrètement les choses en branle. Des notifications légales furent envoyées, des réunions eurent lieu à huis clos, et le contrat fut officiellement retiré. La nouvelle allait être un choc pour Daniel et sa nouvelle partenaire Laura, et Sophia se surprit à attendre les retombées inévitables. Et bien sûr, elles arrivèrent rapidement. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles l'entreprise de Daniel était en difficulté, que le contrat dont il s'était vanté était sur le point de s'effondrer. Sa réputation, autrefois éclatante, commença à se ternir alors que les investisseurs se retiraient, peu disposés à risquer leur argent dans une entreprise dont le plus gros bailleur de fonds s'était soudainement retiré. Alors que la start-up de Daniel commençait à s'effondrer, la panique qui le rongeait devint impossible à ignorer. Le contrat qu'il avait cru solide, garanti même, lui avait échappé sans avertissement. Du jour au lendemain, les investisseurs qui avaient autrefois manifesté de l'enthousiasme se retirèrent, invoquant la perte soudaine de son plus gros contrat comme un risque trop grand. Les appels à son bureau restaient sans réponse, et ses tentatives pour contacter les dirigeants d'entreprises avec lesquels il avait travaillé se heurtaient à des réponses froides et vagues. Pendant des jours, Daniel lutta contre l'amère réalité que tout ce qu'il avait construit était maintenant au bord de l'effondrement. Il avait l'impression de s'accrocher à de la fumée, sa confiance et son ambition s'effilochant à chaque porte fermée. Mais au milieu du chaos, il se raccrochait à une source d'espoir, Laura. Elle était, après tout, la riche héritière qui avait soi-disant obtenu le contrat en premier lieu. Avec son bagage, elle devait avoir des relations pour l'aider à sauver la situation. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Tard un soir, il l'appela à son bureau. Ses nerfs étaient à vif alors qu'il expliquait la gravité de la crise. Laura arriva, sa confiance habituelle bien en place, bien que Daniel remarquât une pointe d'hésitation dans ses yeux. Elle s'assit en face de lui, croisant les jambes et rencontrant son regard avec ce qu'elle espérait être un sourire rassurant. « Laura, j'ai besoin que tu m'aides à récupérer ça, » dit-il, la voix empreinte de désespoir. Ce contrat était ma percée. J'étais sur le point de réussir, mais maintenant ça m'échappe, et je n'ai pas d'autres options. Laura bougea mal à l'aise, déglutissant difficilement avant d'afficher une façade calme. « Daniel, ne t'inquiète pas, » dit-elle en lui prenant la main. « J'ai quelques contacts que je peux joindre. Juste, donne-moi un peu de temps. »
Mais Daniel n'était pas intéressé par de vagues promesses. Sa voix devint plus aiguë. Du temps? Laura, j'ai besoin de résultats, pas de mots. Tu n'arrêtes pas de dire que tu pouvais m'aider avec ça, à cause de qui tu es, à cause des gens que tu connais. Il marqua une pause, l'étudiant attentivement. Pour la première fois, il vit une lueur de doute dans son expression, comme si le poids de ses paroles pesait sur elle. Ça ne lui plaisait pas. Il avait besoin qu'elle soit aussi confiante qu'elle l'avait prétendu en s'attribuant le mérite du contrat. Oui, répondit-elle en lissant sa robe et en ajustant son ton, essayant de retrouver son sang-froid. Je sais exactement qui contacter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais après cette conversation, Laura sut qu'elle avait des ennuis. Elle ne s'attendait pas à ce que Daniel s'appuie autant sur elle, ni n'avait anticipé que la crise exposerait les limites de son influence fabriquée. Elle n'avait jamais eu de vraie relation. En fait, les gens auxquels elle avait fait allusion, la richesse qu'elle avait insinuée, n'étaient que des mensonges élaborés qu'elle avait conçus pour paraître puissante et indispensable aux yeux de Daniel. Désespérée de garder son secret caché, Laura passa les jours suivants à essayer frénétiquement d'obtenir une forme d'assistance, bien que chaque tentative se solda par un échec. Elle contacta des connaissances qui étaient à peine en marge de la société, pour ne rencontrer que de l'indifférence ou des refus polis. Elle essaya même de joindre des contacts commerciaux mineurs qui avaient peu d'influence, espérant qu'ils pourraient lui prêter crédibilité. Mais rien de tout cela n'aboutit à quelque chose qui puisse empêcher l'entreprise de Daniel de sombrer. Alors que les jours s'éternisaient et que ses efforts devenaient de plus en plus vains, la patience de Daniel commença à s'amenuiser. Il sentait que quelque chose n'allait pas avec Laura, bien qu'il ne pût le cerner. Quand il la pressait, elle éludait ses questions avec des sourires charmants et des assurances vides, promettant que les résultats arriveraient bientôt. Mais le charme qui l'avait autrefois captivé lui semblait maintenant creux, et chaque jour qui passait, ses doutes s'approfondissaient. Sophia, pendant ce temps, observait la situation avec une satisfaction tranquille. Elle avait entendu dire par les cercles d'affaires de sa famille que l'entreprise de Daniel battait de l'aile, et bien qu'elle gardât un extérieur calme, elle ressentait un sentiment de justice. Savoir qu'il se tournait vers Laura, la femme qu'il avait insultée et rabaissée, ne faisait qu'adoucir sa satisfaction. Laura, la soi-disant héritière, était maintenant confrontée à la tâche impossible de sauver l'homme qu'elle avait trompé, sans aucune influence réelle sur laquelle s'appuyer. Un après-midi, alors que Sophia se promenait dans les jardins luxuriants de sa famille, sa mère la rejoignit, lui passant un bras sous le sien. Margaret avait observé la résilience tranquille de sa fille au cours des dernières semaines et sentait la transformation subtile qui s'opérait en elle. Sophia n'était plus la femme qui avait quitté leur maison pleine d'idéalisme et de rêves. Elle était plus forte, plus sage, et rayonnait d'une confiance qui n'était pas là auparavant. « As-tu entendu » demanda Margaret, une pointe de malice dans le ton. Sophia sourit d'un air entendu. « À propos de Daniel ? » ?»« Oui, j'ai entendu. Il semble qu'il réalise enfin que tout ce qui brille n'est pas or. » Margaret serra la main de sa fille. « Tu as parcouru un long chemin, ma chérie. Le voir tomber doit être satisfaisant. » Sophia hésita avant de répondre. « Ça l'est, mais c'est plus que ça. J'ai enfin l'impression de contrôler ma propre histoire. » Elle leva les yeux vers sa mère, ses yeux clairs et stables. « Pendant si longtemps, j'ai pensé qu'être avec Daniel était le seul moyen de construire que.